Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci infiniment d'être parmi nous. Nous sommes plusieurs, en fait, des centaines de personnes pour s'intéresser à ce sujet-là. Qui est fort important pour notre industrie. Merci beaucoup au consulat de la France à Québec qui est avec nous dans ce magnifique projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment voulu démontrer les différences ou même plutôt ce qui se ressemble énormément entre notre industrie ici au Québec et en France. Donc, nous accueillerons des femmes exceptionnelles. Je vais les laisser s'introduire tout à l'heure, mais nous allons débuter avec un petit message du consulat de la France à Québec. Mesdames et messieurs, très heureux que le Consulat général de France à Québec puisse soutenir cette table ronde organisée par la Guilde. C'est important en effet que de travailler à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment dans ce domaine économique très dynamique, celui des industries culturelles et créatives, et en particulier ce domaine des jeux vidéo. Les femmes comme les hommes aiment jouer, mais curieusement, peu de femmes embrassent cette carrière qui est pourtant très prometteuse et très créatrice d'emplois. Il est donc important d'analyser où sont les freins, les obstacles, et de réfléchir ensemble à la façon dont nous pourrions réussir à favoriser le parcours des femmes dans cette activité économique. Merci à tous ceux qui vont ce soir apporter leurs idées, leurs bonnes pratiques. Et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est évidemment une priorité de la très belle coopération franco-québécoise qui s'épanouit dans de nombreux domaines. Donc, merci beaucoup au consul de la France à Québec. Alors, bienvenue en fait à nos femmes inspirantes, nos 4 femmes inspirantes. Comme je vous expliquais, je vais les laisser se présenter. Nous allons commencer par Ambre. Donc, bonjour Ambre. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Ambre Lisuré, je suis directrice des opérations au studio Motif de IE, donc le studio montréalais. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Avant ça, j'ai passé presque 10 ans à Ubisoft, dont 9 sur la marque Assassin's Creed, donc en production. À côté de ça, je travaille beaucoup avec la relève féminine, à essayer de montrer l'exemple et d'essayer d'en amener plus dans notre industrie. Donc, je travaille avec Kids Code Jeunesse, Academos et principalement avec Technovation Montréal, qui est un concours international qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat technologique auprès des jeunes. Donc, on prend des jeunes filles de 10 à 17 ans et on les amène à réfléchir à un problème de leur communauté et à les amener à faire une application par rapport à ça et faire un pitch devant un jury. Voilà. Merci. Anne. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je représente la France. Je suis donc Anne Devoissou, je suis executive producer chez Kiloton, qui est un studio de jeux de racing. Donc, nous faisons des jeux de voitures et de moto. Et nous avons un effectif féminin un petit peu au-dessus de la moyenne nationale et on en est très fiers. On est à peu près 150 personnes entre Paris et Lyon. Et puis, parallèlement à ça, je suis également la première vice-présidente du syndicat national du jeu vidéo et en particulier en charge des affaires sociales. Et on a donné depuis 3 ans un accent très fort sur ces problématiques sociales et en particulier de diversité et de mixité. Avec un point d'étape important d'une charte de promotion de la diversité et de la mixité qu'on a rendu public le 9 décembre dernier et qui a rencontré un accueil extrêmement favorable de nos membres. Voilà, on continue sur ces sujets-là et j'ai également, il y a 3 ans de ça,
cofondé l'association Women in Games France. Merci beaucoup. Peut-être juste pour expliquer un petit peu, donc le SNJV, c'est l'association du jeu vidéo, un peu comme la Guilde au Québec, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le syndicat national du jeu vidéo qui est la fédération qui regroupe les studios de développement français. Génial. Merci beaucoup. Betty. Bonjour, bon, moi je m'appelle Betty Rodriguez, je suis directrice des ressources humaines chez Gameloft. Donc, je suis en charge évidemment donc, de tout ce qui est la gestion des employés ici à Montréal, mais également pour quelques studios, je dirais, de vente d'affaires aux États-Unis également. Donc, j'ai des employés aux États-Unis. Donc, je suis chez Gameloft depuis 16 ans. Donc, moi, j'apporte peut-être un côté un peu plus différent au panel, justement, parce que, bon, évidemment, le côté ressources humaines est quand même très, très présent et très important pour le recrutement de nos femmes, justement, dans l'industrie. Donc, j'ai vu une belle progression quand même qui a été faite dans les dernières années. Donc, je suis quand même contente de participer. Donc, merci aussi pour l'invitation, Nadine, pour ce panel. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Et pour finir, Brigitte. Oui, bonjour, je suis Brigitte Monod, je suis directrice générale de Synthèse Pôle Image Québec. Synthèse est un organisme qui travaille à l'adéquation formation-emploi dans le domaine de l'image de synthèse. Donc, on dessert évidemment les industries du jeu vidéo, des effets visuels et des expériences numériques, expériences immersives. Je suis à la tête de Synthèse depuis 2 petits mois. Mais auparavant, pendant 3 ans et demi, je dirigeais le réseau des femmes en cinéma, télé, médias numériques du Québec, qui est donc FCTMN, qui est un réseau qui existe depuis 30 ans et qui vise donc à faire rayonner les femmes qui travaillent devant ou derrière un écran, quel que soit l'écran. Donc, c'est des opportunités de développement professionnel, réseautage et surtout de mise en valeur de leur travail pour atteindre la parité. Alors, c'est des questions qui me sont chères depuis pas mal de temps. Je suis originalement du milieu du cinéma de la télé, donc qui est aussi un milieu qui a été touché par tous ces enjeux-là. Alors, je suis vraiment très contente de discuter aujourd'hui avec tout le monde. Merci, Brigitte. Donc, juste pour faire un petit point aussi, si vous avez des questions pour nos panélistes, vous avez l'outil de questions-réponses qui est dans Zoom, que tout le monde maintenant connaissait. Donc, vous pourrez poser vos questions et à la toute fin, nous aurons là un 15 minutes qui pourra être accordé pour qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas, surtout ne vous gênez pas. Tout est en transparence et on pourra y répondre. Naturellement, nos panélistes pourront y répondre avec toutes leurs belles connaissances que vous allez découvrir. D'ailleurs, en parlant de ça, vous travaillez dans l'industrie depuis quelques années, c'est ce que vous nous avez dit. Quelles sont pour vous les grandes différences sur la position des femmes dans l'industrie depuis la dernière décennie? C'est quoi les grands changements, Brigitte, pour toi? Je pense que ce n'est pas juste cette industrie, ça concerne, moi j'irais même jusqu'à dire la place des femmes dans la société. C'est un peu pathétique de dire ça quand on voit toutes les luttes qui ont eu lieu dans les années 70 et puis qu'on en soit encore là. Mais moi je sens, comme je vous disais, je viens du milieu du cinéma, de la télé. Je sens que les choses ont commencé à bouger beaucoup depuis 5 ans. Il a fallu malheureusement des événements très perturbateurs, les MeToo et tout ça. Mais on sent vraiment un éveil des consciences et partout, on sent une volonté que ça ne se reproduise plus, donc de mettre en pratique des actions concrètes pour faire plus de place aux femmes. Puis dans le secteur du jeu, qui est encore un secteur où je pense qu'au niveau mondial, il y a 20% de femmes dans le secteur du jeu. Au Québec, on est à un beau 16%. Donc, c'est bien en deçà de ce qui existe dans d'autres domaines. Mais je le sens, cette volonté de faire bouger les choses. Alors, il y a beaucoup de chemin à faire, mais de mon point de vue, je trouve que ce qui a changé, c'est la volonté et les actions concrètes qui tranquillement se mettent en place.
Betty, toi, du côté justement ressources humaines, est-ce que la gestion justement et l'attraction a changé depuis la dernière décennie? Ben, si je peux me permettre, oui, par mon expérience, mais aussi pour moi, en tant que, tu sais, d'arriver dans l'industrie il y a presque 17 ans, où l'industrie ici au Québec n'était pas nécessairement connue encore, vraiment, n'avait pas encore la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Donc, de dire à quelqu'un que je travaillais dans le jeu vidéo, ben, ça faisait des gros yeux, puis comme, ah, voyons donc, puis encore plus dans le mobile, je veux dire, le mobile commençait à ce moment-là à peine avec des petits jeux. Je ne sentais pas que, tu sais, il y avait tu sais, un réflexe très positif nécessairement. Ils disent: «Ah, tu peux faire carrière dans le jeu vidéo, vraiment.» J'ai vraiment senti un grand changement au courant des années. Puis je dirais début 2010, les années 2010, au début, ce que je sentais vraiment que bon, l'industrie prenait sa place, il y avait une certaine notoriété qui se faisait. Les femmes qui étaient dans l'industrie à ce moment-là avaient aussi acquis une certaine crédibilité pour l'apport qu'elles apportaient dans l'industrie. Puis je sentais vraiment que quand je mentionnais à quelqu'un à ce moment-là que bon, je travaillais dans l'industrie du jeu vidéo, bien là, c'était oh wow, ça doit être cool le jeu vidéo, ça doit être dynamique, ça doit être le fun. Je sentais que il y a vraiment eu un changement, je dirais, d'attitude au début des années 2010. Puis c'est vraiment là que j'ai aussi senti qu'il y avait commencé à avoir de plus en plus de femmes qui arrivaient aussi dans l'industrie. J'ai senti qu'il y avait un certain intérêt de la part des femmes. Nous, chez Gameloft, on est heureux et très contents. On est à 21% aujourd'hui de femmes chez Gameloft et 20% dans la production même. Donc, c'est quand même assez important. Fait qu'on a vu qu'il y a un travail qui a été fait. Puis quand j'ai commencé, écoutez, en 2004, on était à 8%, là, puis peut-être, je suis peut-être un peu généreuse à ce moment-là, fait que d'arriver aujourd'hui à 21%, je sens qu'il y a du travail qui a été fait, autant du côté des employeurs, des compagnies, mais aussi du côté des formateurs, évidemment, des écoles qui ont su attirer des jeunes filles. Donc, je pense qu'il y a quand même un grand avancement. Puis de mon côté, bien, au niveau ressources humaines, bien, au contraire, on ne fait qu'applaudir cette arrivée, puis on est vraiment content justement de ce changement-là aussi, hein. Et pourquoi tu es arrivée dans l'industrie? Pourquoi avoir choisi l'industrie du jeu? Hey, ça fait tellement longtemps, puis il y avait très peu de femmes. Oui. C'est une opportunité, c'est un rêve d'enfant. Ça vient de où, ça? Ben, rêve d'enfant, oui et non. Je jouais beaucoup quand j'étais quand même jeune. On avait un Nintendo, on s'entend que c'est pas le Super Nintendo, c'est avant, même avant ça. Donc, j'ai toujours eu cet intérêt. Je l'avais mentionné aussi un peu, là, bon, la semaine dernière, j'ai une sœur qui est programmeur aussi. Fait que le côté, je dirais, IT, le côté a toujours été un peu présent à la maison également. Donc, j'ai toujours eu un peu intérêt pour ce côté, je dirais, IT. Fait qu'à ce moment-là, en 2004, ben, c'était encore le jeu vidéo était connu comme étant, ben, c'est des programmeurs qui développent un jeu vidéo, puis il n'y avait pas vraiment d'artistes, il n'y avait pas vraiment de concepteurs autres. Donc, quand j'ai vu l'affichage de poste pour Gameloft en ressources humaines, en plus, ma formation qui est en ressources humaines, ben, je me suis dit, ah, ça doit être attirant, ça doit être le fun, c'est nouveau, c'est différent. Puis c'est vraiment cette partie-là qui m'a attirée parce que je me disais, bon, si c'est nouveau, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a beaucoup de choses à implanter, il y a beaucoup de. Il y a un marqué que je peux faire, que je peux mettre un peu finalement mon mot et dire, bon, ouais, allons dans cette lignée-là au niveau de chez Gameloft. Puis je ne me suis pas trompée parce que, évidemment, après 16 ans, je suis toujours chez Gameloft et il y a toujours encore à apprendre, il y a toujours matière à faire mieux. Donc, je pense que pour moi, ça a été vraiment le tout, vraiment, là, que je dirais, qui m'a attiré dans l'industrie, chez Gameloft, mais qui fait en sorte que je suis encore aujourd'hui ici. Là, ça me motive toujours et passionnément, je dirais même. Et Anne, toi, rêve d'enfance, opportunité, comment c'est arrivé? Parce que ça fait quand même quelques années aussi que tu es dans cette industrie-là, donc il devait en avoir beaucoup moins au moment de ton entrée. Alors, on peut le dire, hein, ça fait 27 ans cette année que je suis dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, je fais partie vraiment des dinosaures et j'ai connu… Pionnière. Soyons positifs, pionnière. Allez, pionnière. J'ai connu diverses révolutions, effectivement, et cycles qu'on a subis et sur lesquels on a surfé. Non, moi, j'ai débarqué complètement par hasard dans l'univers du développement de jeux vidéo. Je savais que je voulais faire de la production de mon métier, mais la gestion de projet, que ce soit sur un film d'animation, un film de fiction, un documentaire ou un jeu vidéo, finalement, c'est les mêmes bases et c'est les mêmes secrets de production. Et complètement par hasard, en cherchant un stage de fin d'études, je suis arrivée dans une société de jeux vidéo. Complètement par hasard. Très honnêtement, je n'étais pas joueuse. Mes frères l'étaient, mais ça n'était pas une passion. Et aujourd'hui, quand je joue, c'est pour le travail.
essentiellement, assez peu pour le plaisir parce que j'ai assez peu de temps. Et aujourd'hui, je me retrouve avec maintenant une génération d'écart avec la jeune génération qui rentre dans notre industrie. Et ce décalage de génération est très intéressant pour moi et m'oblige ou nous oblige à se questionner beaucoup sur aussi nos valeurs et qu'est-ce qui fait qu'on prend plaisir à être dans cet univers-là et qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme qui aujourd'hui rentre dans cette industrie va trouver comme plaisir et on n'a pas les mêmes valeurs parce qu'on n'est pas de la même génération, mais c'est important de les comprendre et de les accompagner justement à rentrer. Un point important pour moi, et je le dis souvent, nous on est à l'intérieur, donc on sait comment ça se passe à l'intérieur. Je le dis très souvent, il n'y a aucune barrière à l'entrée de nos sociétés. Bien au contraire, on a très envie de mixité et de diversifier nos équipes, et nos équipes sont en demande de ça. Et donc la barrière, elle est plus sociale, sociétale, avant nous, mais nous, nos portes de studio sont complètement ouvertes et on a des équipes qui sont bienveillantes et accueillantes et qui ont très envie. Voilà. Et ce serait quoi les différences, justement, parce que tu dis hein, que tu as une génération de différence. Vite comme ça, là, tu dirais, ce serait quoi les plus grandes différences qu'il y a entre les deux générations? Nous, on était très naïfs. On ne connaissait pas le droit du travail, on ne connaissait pas nos droits et on ne savait pas se défendre. Et on acceptait beaucoup de choses de façon très naïve. Et je pense que ça, c'était une erreur. Et je pense que la génération d'aujourd'hui est bien mieux éduquée et préparée à la défense de ses propres droits. Et ça, c'est très important, finalement, que les jeunes adultes qui arrivent sur le marché du travail sont mieux formés, mieux informés et ont vraiment une notion de leurs droits à défendre. Et ça, c'est très important parce que ils savent se positionner par rapport à un employeur, ce que nous, on ne savait pas faire. En tout cas, je parle pour moi, mais voilà, moi, j'ai fait des heures sup à gogo sans me poser de questions, par exemple. Voilà, je suis contente que cette jeune génération, elle, soit éduquée à leurs propres droits et à la défense de leurs droits. Après, je pense qu'il y a une deuxième grande différence pour moi, c'est que la jeune génération aujourd'hui, on le voit dans notre industrie, mais dans toutes les autres industries autour de nous, apporte une importance primordiale au fait que leurs valeurs personnelles se retrouvent dans les valeurs de la société à qui ils vont dédier 8 heures de travail par jour. Nous, on faisait une séparation complète entre nos valeurs personnelles et les valeurs de la société pour laquelle on travaillait. Aujourd'hui, il y a besoin pour cette jeune génération, pour qu'elle soit en accord et dans un environnement confortable pour chaque individu, que les valeurs de la société soient proches, très très proches de leurs valeurs personnelles. Et je pense que c'est tout à fait honorable d'avoir cette ambition-là. Voilà. Tout à fait. Ambre, tu es arrivée dans cette industrie-là, de quelle façon? Ça a été un peu un hasard. Moi, j'ai grandi dans les techs et les jeux vidéo. Mon père jouait, mon frère jouait énormément. J'avais même pas le droit de toucher la console parce que c'est lui qui jouait. Et dans les trajets en voiture, ma mère nous battait lamentablement à Tetris, les deux Game Boy liés par le film. Elle était excellente à Tetris. Fait que moi, je me suis jamais dit, ok, moi plus tard, je veux absolument faire des jeux vidéo. J'étais plus intéressée en fait par le cinéma. Et donc, quand j'ai fait mes études, vous l'entendez par mon accent, je viens pas du Saguenay, là, je viens clairement de France. Et en fait, j'ai choisi mon université avec aucune idée de ce que j'allais faire. J'ai choisi HEC Montréal parce qu'il y a Montréal dans le mot. De fil en aiguille, en allant à différentes activités, je me suis retrouvée à faire du volleyball avec une équipe qui venait d'Ubisoft.
Et j'ai commencé un mémoire qui était plus sur tout ce qui était la théorie du flow. Et je cherchais à l'appliquer quelque part, ce mémoire. Et donc, je suis allée avec un ami, je suis allée l'accompagner au MIGS. C'était lui qui voulait aller au MIGS. Et moi, je me suis dit, je vais y aller pareil. J'y suis allée préparer parce que j'avais quand même un CV dans l'idée de me dire, je pourrais peut-être appliquer quand même mon mémoire cinéma, jeux vidéo, ça reste des entreprises, des industries qui sont proches. Et il se trouve qu'ils étaient très intéressés par mon profil. Donc, la semaine d'après, j'ai eu entrevue, puis l'offre pour un stage. Et au moment où j'ai mis le pied dans l'industrie, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'était l'aspect créatif, l'aspect esprit d'équipe. Moi, je suis beaucoup sport d'équipe. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au final, c'était pas l'ancienne image de 4 gars dans un garage qui sont ensemble et qui font un jeu. Non, c'était rendu des centaines de personnes à travers le monde et qui étaient capables de se comprendre les unes les autres quand on n'est pas dans le même studio, quand on n'est pas dans le même pays, d'être capable de s'adapter, etc. Moi, toute cette partie-là, ça m'a fascinée. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le jeu vidéo. J'ai fait un petit passage après dans une entreprise, après entre Ubi et EA, où j'ai touché un petit peu au cinéma et je me suis rendu compte que le processus était un petit peu différent et peut-être moins esprit d'équipe. C'est pour ça que je suis revenue après dans les jeux vidéo parce que moi, c'est vraiment l'aspect travailler ensemble qui m'intéresse. Et la grande différence quand tu as débuté à aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi? Ça fait un peu plus de 12 ans que je suis dans l'industrie. Je pense qu'il y a eu un changement au global, je pense. Oui, il y a les femmes, mais puis moi, quand j'ai commencé, je ne me voyais pas comme une femme dans un milieu d'hommes, je me voyais comme une développeur de jeux vidéo. Et je pense que l'industrie a grandi aussi. Donc, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était plus jeune. Les gens restaient tard, ils n'avaient pas d'enfants, ils mangeaient n'importe quoi, etc. Et donc, on a eu l'ensemble de l'industrie qui a grandi, qui s'est dit, OK, non, il faut qu'on ait quand même une bonne balance parce qu'au final, si on mange que des trucs pas forcément cool pour notre corps, on ne va pas être productif, on va pas être... puis ils ont eu des enfants, ils se sont dit, bah oui, moi je travaille, mais je suis aussi là pour avoir une vie familiale et donc je ne vais pas donner ma vie au travail non plus. Donc ça, pour moi, ça nous a fait évoluer et ça a fait en sorte que ça a permis d'avoir peut-être plus de femmes parce que c'est quand même important pour les femmes de pouvoir potentiellement avoir des enfants, puis d'avoir un bon équilibre entre la vie à la maison et la vie au travail. J'ai vu de plus en plus de femmes, à mes yeux, il n'y en a pas encore assez, mais je pense que c'est un long mouvement et c'est un peu ce qui a été dit plus tôt, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps d'y arriver. Il va falloir qu'on ait... c'est pas juste un mouvement et puis un hashtag sur Twitter qui va nous permettre de changer les choses, c'est un travail continu et qui se fait pas juste entre femmes. C'est pour ça que je suis contente, je regardais la liste tout à l'heure des gens qui sont là. Il y a des hommes et merci d'être là parce qu'il faut qu'on travaille ensemble pour être capable de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pas avant et qui mettait des freins et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ensemble pour aller améliorer les choses. Justement, l'image du jeu, à tort, malheureusement, est reliée beaucoup à la violence. Hein? On voit souvent que les jeux qu'on voit le plus de l'avant, c'est ces jeux-là. Et pourtant, nous savons toutes et tous que c'est une industrie qui est composée de plusieurs types de jeux, dont des jeux sérieux, éducationnels, même sociétaux. Croyez-vous qu'on pourrait attirer plus de femmes si les catégories de jeux, justement, ceux qu'on voyait plus, étaient justement les jeux où il y a un peu moins de violence, où il y avait plus le côté sociétal et aussi on les mettait un petit peu plus d'avant? Est-ce que vous pensez qu'il y a une incidence justement sur le type de contenu qu'on met, qui est mis plus de l'avant? Est-ce que vous croyez on pourrait voir un changement assez facilement de ce côté-là? Vas-y, Ambre, oui. Moi, je pense que oui. Entre autres, quand je travaille donc via Technovation et qu'on voit des jeunes filles, qu'on pose la question au début, qui joue aux jeux vidéo, pas grand monde qui lève la main parce qu'elles associent jeux vidéo à Fortnite, Call of Duty, c'est pas forcément des choses auxquelles elles jouent. Et dès qu'on dit, mais attendez, est-ce que vous avez déjà joué à Candy Crush ou aux Sims? Là, tout de suite, il y a des mains qui se lèvent. Fait que d'être capable d'aller montrer que oui, ce que vous voyez à la télé, ça fait partie du jeu vidéo, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Ça va être important. Et ce qu'on voit aussi dans le type, comme elles doivent chercher un problème à résoudre dans la société, c'est que les filles sont attirées en général par aider la société, par des carrières de « je vais être médecin, je vais être vétérinaire, je vais être professeur ». Si on arrive à avoir des jeux qui vont, puis on peut avoir des jeux qui vont aider les médecins, des jeux éducationnels qui vont aider à enseigner, là, on va peut-être commencer à avoir plus de femmes qui vont rentrer dans l'industrie. Et pour moi, ça va être un effet de masse. À partir du moment où on en a plus dans ces catégories-là qui font ce type de jeu-là, il y en a d'autres qui vont se dire, écoute, moi, ça m'intéresse peut-être. Puis là, elles vont commencer à jouer à Call of Duty et se dire, c'est pour moi aussi. Puis aller sur des productions qui sont pas forcément éducationnelles. Donc, je pense qu'il faut commencer quelque part et c'est peut-être une bonne piste, effectivement. Ouais.
Parce qu'il y a les statistiques, hein? 51% des joueurs sont des joueuses et tout le monde sourcille. À chaque fois qu'on sort cette donnée-là, c'est ben non, c'est pas vrai. Et pourtant, c'est ça, c'est qu'on catégorise peut-être pas certains. Le Scrabble, c'est un jeu vidéo, le Scrabble en ligne naturellement, mais les gens ne le voient pas comme ça. Et donc, cette éducation-là risque, il faudrait justement que ces jeux-là puissent ressortir plus dans la société. En France, Anne, est-ce que c'est aussi le même enjeu que nous avons ici, justement, par rapport à qu'est-ce que l'industrie du jeu vidéo? C'est quoi un jeu vidéo? Oui, on rencontre exactement les mêmes enjeux que vous et tout simplement pour des problématiques de croissance de l'industrie et puis et de créativité. C'est-à-dire qu'on a effectivement, aujourd'hui, si on cherche à classifier les jeux en genre de jeu, on va trouver autant de catégories que si on essaye de classifier la littérature qui va du livre d'art à l'essai politique, au roman policier, etc. Ou les films, pareil, on va les classer dans plein de genres différents. Donc, on a cette richesse. C'est un vrai média culturel, un médium culturel très important et très riche. Et pour les problématiques de créativité, on sait tous que on enrichit la créativité à partir du moment où on diversifie les équipes. Donc aujourd'hui, nous, on adresse et on essaye de travailler effectivement, et c'est la thématique de la table ronde, d'attirer plus de femmes dans l'industrie parce que c'est le premier levier qu'on a, auquel on pense en fait, de diversité et d'égalité également de genre. Mais la diversité, elle est même plus large que ça. C'est de la diversité économique, sociale, d'âge, de culture. Et on a besoin, en fait, d'avoir des équipes diverses pour une créativité derrière qui s'enrichit. Et on sait qu'on aura des meilleurs jeux et des meilleures propositions à faire aux joueurs et une variété encore plus forte de jeux et de discours dans les jeux si on diversifie nos équipes. Et de fait, à partir du moment où dans une équipe de game designers, de concepteurs de jeux, il n'y a pas que des hommes, mais il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des CSP+, c'est-à-dire des classes privilégiées, des classes sociales moins privilégiées, etc., on va se retrouver avec un contenu de jeu et un discours autour de ce contenu qui est beaucoup plus le reflet de notre société. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont encore conçus pour la majorité par des équipes, c'est vrai, masculines, blanches, etc. Mais il y a beaucoup d'initiatives et des jeux qui marchent très bien, où des équipes sont diverses et qui font leurs preuves. Il y a une vraie richesse qui se met en place et on essaye de la cultiver, de l'encourager. Ouais. Betty, au niveau du jeu mobile, justement, peut-être que c'est pour ça. Est-ce que tu dirais que justement, c'est par les contenus ou les types de jeux qu'on peut retrouver sur le mobile que c'est ce qui fait que ça l'a attiré? C'est un peu plus de femmes? Est-ce que tu pourrais tendre vers cette supposition-là? C'est un peu difficile à le dire. C'est certain que quand on produit un jeu puis qu'il y a un public cible qui va être justement femmes entre tel et tel âge, où on essaye au moins d'aller chercher ce groupe d'âge, c'est certain qu'on, de notre côté, on va mettre des efforts pour essayer aussi d'avoir ce groupe d'âge dans nos productions également, parce que c'est évidemment un jeu produit par elle, pour elle également. Donc, c'est certain qu'on essaie d'attirer ce genre mais de dire qu'aujourd'hui, elles sont juste attirées par ce genre de jeu également. C'est là que moi, je vois beaucoup la différence, surtout au niveau du mobile, parce qu'on peut produire plusieurs jeux en très peu de temps également. Je vois une différence quand elles arrivent chez Gameloft puis qu'elles commencent à voir, mais cette équipe-là font quoi exactement? Puis on dit, bah, ils font un jeu un peu plus de violence, un peu plus. Ben, ils vont être attirés parce qu'ils vont se dire, ben là, moi aussi, je veux pouvoir toucher un peu à tout. Donc, je pense que oui, à un certain niveau, oui, ils peuvent être attirés par un type de jeu parce qu'elles sont elles-mêmes des joueuses également, mais par la suite et par la force des choses qu'ils vont commencer à connaître, ce qui se fait un peu dans les autres projets,
ils vont être elles aussi attirées à aller vers ces projets-là pour dire, ah ben moi aussi, je peux mettre ma main, puis je peux mettre un peu ce jeu-là à l'effigie de la femme également, qui va pouvoir aussi y jouer, puis qui va pouvoir s'y retrouver également. Donc, je pense qu'il y a quand même une évolution qui s'est faite et qui se fait encore aujourd'hui à ce niveau-là aussi. Hein. Les métiers, justement, souvent, on est catégorisé dans le développement technologique. Hein. C'est beaucoup les filles et le code. Il y a beaucoup d'organismes qui existent justement pour la promotion des métiers en technologie. Est-ce qu'on devrait, nous, justement, peut-être, oui, continuer naturellement dans ce sens-là au niveau des technologies, mais est-ce qu'on devrait pas, on n'aurait pas avantage pour attirer plus de femmes de développer des programmes, mais vraiment axés sur la partie création dans l'industrie du jeu? Parce qu'on sait qu'en pourcentage, hein, 70% des métiers sont en création et non pas en programmation. Donc, est-ce qu'on aurait avantage peut-être à faire ça pour attirer plus de femmes? Brigitte, tu en dirais quoi? Oui, ben, en fait, c'est effectivement des stratégies qui sont utilisées par certaines universités. Je sais qu'au Royaume-Uni, ils font beaucoup ça. Le Royaume-Uni est arrivé à 30% de femmes dans son industrie. Et justement, en faisant de la promotion des formations comme étant des métiers très, très créatifs. Donc ça, c'est des stratégies qui fonctionnent en termes d'attractivité d'étudiantes. Mais ici aussi, les universités québécoises sont très sensibles à faire du recrutement extrêmement inclusif. Et ça passe par des choses. Par exemple, il y a l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT. Ils s'assurent que dans leur promotion des programmes, de s'adresser autant aux étudiantes qu'aux étudiants, futures étudiantes ou futurs étudiants, parce que si une femme ne voit que des pages web avec des gars devant un ordi, ben, elle va se dire, OK, je vais être encore la seule de la classe, on va être 3, puis ça ne me tente pas. Donc, ils sont très, très vigilants, ils ont une stratégie très, très claire d'inclusion dans leur recrutement pour les étudiants. Donc, ça commence par ça. Parce qu'évidemment, avant d'arriver à plus d'équilibre et de parité dans les entreprises, ben, il faut s'assurer que ceux qui sortent des instituts, des universités ou des diplômes collégiaux, il y a aussi de la parité. Mais c'est intéressant de voir les données quand même à ce niveau-là. Par exemple, au Cégep du Vieux-Montréal, dans leur programme d'animation, le DEC Animation 3D orienté jeux vidéo, ils sont à 35% de filles maintenant. C'est encourageant. Ouais, le NAD sont à un tiers de femmes. Alors, leur défi, c'est que ça semble plafonner à un tiers, mais c'est quand même noble, un tiers. Donc, Ambre, tu es justement... Oui, excuse-moi, Brigitte, vas-y. Ambre, tu es beaucoup impliquée dans des organisations au niveau de la sensibilisation des jeunes femmes et tout ça. Est-ce que ce que j'avançais justement, qu'on oriente beaucoup sur la partie TI, est-ce que tu le remarques toi aussi de ce côté-là? Et est-ce que tu crois justement qu'on pourrait un petit peu adapter le message? Il y a beaucoup d'initiatives qui se font d'un point de vue code. Je pense que ça vient aussi du fait qu'on manque de codeurs en règle générale au Québec, entre autres, avec toutes les entreprises qu'on a. Il faudrait effectivement, actuellement, le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément intéressées par ça. Donc, si on peut les amener à être intéressées d'une autre manière, un peu ce qu'on discutait tout à l'heure par le type de gaming, les amener dans l'entreprise pour qu'elles switchent après, je pense que c'est intéressant. Nous, via Technovation, puis je suis sûre qu'il y a d'autres initiatives comme ça, on leur montre tout et on voit que, puis on leur dit, tu n'es pas obligé de savoir coder pour y arriver au final. On va te montrer quelques notions de base, mais si tu préfères faire la partie marketing, fais la partie marketing. Et de toute manière, dans une entreprise de jeux vidéo, il n'y a pas juste des programmeurs, il y a de tout. Puis il n'y a pas juste des équipes de développement, il y a des équipes en support aussi, il y a de l'IT, il y a du marketing, il y a plein. Donc, le plus on va montrer les métiers, le plus je pense qu'elles vont se dire, peut-être que je vais être capable d'aller à tel endroit pour faire telle chose. L'autre point aussi pour moi qui est important, c'est qu'il faut qu'on arrête de leur faire peur en leur disant, si tu vas là-dedans, tu vas être la seule femme, puis tout ton parcours, tu vas être là. C'est sûr qu'à un moment donné, elles vont se dire, j'ai le choix entre aller dans un endroit où je vais être dans les rares femmes, je vais arriver dans une industrie qui est très masculine, etc., versus je m'en vais médecin, je vais être avec toutes mes amies, puis le choix, il est vite fait. Hein. Donc, surtout à cet âge-là. Donc, il faut que nous, on arrive à arrêter de faire peur avec... C'est important d'avoir ces discussions-là,
mais auprès des plus jeunes, de leur dire « n'aie pas peur, vas-y, on va pas te manger, là. Tu vas y arriver pareil parce qu'il y a des femmes » et de leur mettre devant elles des femmes intéressantes, inspirantes, comme aujourd'hui il y en a, puis il y en a tellement dans l'industrie. Éviter de toujours mettre les mêmes de l'avant pour qu'on soit capable de montrer tout le panel. Je pense que ça va être très important de faire ça dans les futures années. Oui. Ça va prendre du temps, mais pas se réduire juste à la programmation. Ça, c'est sûr. Il y a des besoins dans tout. Quoi. Mais sauf que le programme Technovation, il y a le mot techno à l'intérieur. C'est quand, là, ils sont attirés par le programme que là, on leur explique qu'il n'y a pas que ça. Donc, c'est peut-être aussi, dans le fond, c'est peut-être les noms des programmes qu'on devrait faire évoluer. Ouais. Anne, en France, est-ce que vous avez ce type d'initiative-là, justement, pour attirer plus de femmes dans les métiers? Oui, en France, je voudrais juste rappeler également, parce que je ne voudrais pas qu'on donne l'illusion qu'il y ait une séparation, effectivement, entre les métiers de la programmation et les autres métiers dans les équipes. Les métiers et les spécialisations qu'on a dans la programmation sont également des métiers extrêmement créatifs, en fait, même si on associe le créatif à un artiste qui peint. Non, aussi un codeur ou une codeuse peut avoir un métier extrêmement créatif et il y a une variété de métiers différents dans la programmation qui est extrêmement riche. Et voilà, la création, en fait, elle est sur tout type de métier, en fait, dans nos équipes de développement. Voilà. Effectivement, donc, c'est un effectivement, non, c'est études technologiques. Ça ressemble à quelque chose de très arbitraire et très simpliste, alors que nous, on les emmène vers des métiers hyper créatifs, en fait, même s'ils font de l'informatique, hyper créatifs. Donc, en France, oui, on a des écoles extrêmement dynamiques et d'excellentes formations. On travaille en étroite relation avec les écoles puisque c'est notre première source de pourvoyeurs de futurs employeurs. En France, on est aujourd'hui, dans les dernières statistiques, à 14% de femmes dans le développement et 2% non binaires. On va bientôt sortir, je pense, d'ici 6 mois, les nouvelles statistiques. Donc, j'espère qu'on verra une belle évolution. Dans les écoles de jeux vidéo, on est plutôt autour de 26% de femmes dans les effectifs. Donc déjà, nous, on travaille sur deux sujets. Là. Pourquoi on perd? On passe de 26% à 14%. Et donc là, on perd des femmes à la sortie de leurs études qui prolongent ailleurs et pas dans l'industrie du jeu vidéo. Donc ça, c'était un souci et on travaille effectivement là-dessus à rendre bienveillantes effectivement les écoles. Les studios vont aux portes ouvertes des écoles, vont à la rencontre directement, vont rencontrer les équipes les équipes d'étudiants et d'étudiantes quand ils présentent leur projet de fin d'année. Voilà, on casse la barrière de la distance aussi et on rencontre les étudiants et les étudiantes. Et puis, il y a le chiffre de 26% qui, de toute façon, ne satisfait pas les écoles. Et pour eux, c'est un vrai problème de ne pas arriver à avoir plus de candidatures féminines à l'entrée de leur formation. Mais il y a des écoles qui… et puis, c'est une question évidemment d'équilibre aussi après des promotions et on retrouve les questions, plus les promotions sont diverses et meilleures elles seront aussi derrière parce que ça fera un groupe hétérogène qui est très complémentaire. Il y a des écoles qui ont quelques initiatives hyper intéressantes et ils envoient beaucoup de messages d'accueil, de bienveillance, de rôle modèle, d'ouverture, et ça progresse tout doucement. Ça prendra beaucoup de temps parce que je pense qu'une jeune de 17 ou 18 ans qui dit à sa famille « je vais faire des études d'informatique pour faire du jeu vidéo », elle a un regard de sa famille qui est différent que si c'était un jeune homme de 17 ou 18 ans qui disait la même chose à sa famille. Voilà. Donc, on essaye de penser les messages pour les candidates elles-mêmes, mais également les messages à adresser à l'environnement de la candidate,
parce qu'elle va avoir à se justifier, alors qu'on ne demandera pas forcément à un candidat homme de se justifier de ce choix de carrière. Donc, on sait que c'est un travail de long terme. Voilà, c'est un travail de long terme et le plus simple pour nous, c'est d'essayer d'expliquer, comment ça se passe à l'intérieur, quels sont les métiers, comment ça se passe, de faire des rencontres, d'organiser des rencontres. Ce que disait Ambre, d'envoyer plein de gens en représentation de ces métiers et surtout pas toujours les mêmes 2 personnes. Chez Kiloton, par exemple, on fait des jeux de voitures, des jeux de moto. Voilà, on pourrait penser que c'est très masculin. Ben non, en fait, nous, on a des femmes qui sont passionnées. On a des équipes qui sont tout à fait ouvertes et bienveillantes. On ne se pose pas la question de « Ah, si c'est un homme, alors il peut faire que ça » ou « Si c'est une femme, elle peut faire que ça ». Chez Kiloton, nos 2 lead véhicule artistes, nos 2 responsables de véhicules sont des femmes. On n'a pas fait de la discrimination positive, ça s'est fait comme ça, parce que c'était réellement les 2 meilleures et elles connaissent bien mieux les voitures que n'importe qui en interne. C'est juste naturel en fait, on ne s'est pas posé la question et ça fonctionne très bien. Voilà, donc on a plein d'exemples dans tous les studios à présenter et il faut que on va dire les barrières mentales ou sociétales tombe un petit peu et on a des vies normales, on élève des enfants, ils vont bien. Généralement, ça se passe bien au sein des équipes. Il y a eu des histoires, elles sont prises très au sérieux, elles sont traitées, mais comme dans toute industrie, malheureusement, mais on crée un environnement le plus bienveillant possible et le plus sécuritaire possible. Et cet environnement, il est accueillant pour tout le monde. Là, on parle homme-femme, mais il est accueillant pour tout le monde. Ouais. Est-ce que, Betty, justement, la différence d'approche de recrutement, parce que là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a quand même, on dirait que le milieu scolaire, les maisons d'enseignement ont trouvé la façon d'attirer les femmes. Puis, oups, le pourcentage, il ne se reflète pas encore dans les studios. Donc, ça veut dire que les maisons d'enseignement performent mieux que nous pour l'attraction. On pourrait se dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a une différence, justement, que tu sens, où vous faites une différence dans la façon d'approcher les femmes et dans le recrutement? L'idée, là, justement, de l'influence de l'entourage, quand Anne, on s'est parlé avant et qu'elle m'a expliqué ça, je suis comme, ah, c'est tellement vrai. Est-ce qu'on le ressent aussi au Québec comme ça? Je dirais quand même que oui, un peu. Je ne peux pas dire qu'on fait une différence au recrutement en tant que tel. On sent qu'il y a quand même beaucoup plus de candidatures féminines qui arrivent dans l'industrie. Puis ça, c'est vraiment agréable parce que oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous mentionnez précédemment. Je trouve que les écoles ont fait un grand travail, un gros travail auprès d'attirer les femmes dans la formation parce que nous, on le constate au niveau, comme vous pouvez voir, au niveau de nos chiffres, à 21% versus l'industrie qui est à 16%. Donc, il y a une bonne différence. Mais même au niveau, exemple, une équipe, exemple, nos artistes qui aujourd'hui sont à 27% de femmes, mais c'est en priorité des femmes qui sont évidemment juniors, donc sont encore au début de leur carrière, mais ils arrivent justement de ces écoles-là. Donc, je pense qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Puis nous, au contraire, au niveau des juniors qui arrivent, des candidatures juniors, on est content de voir autant de femmes qui postulent. Donc, je pense que graduellement, on va y arriver, ça va monter pour l'industrie également, mais au niveau du recrutement, oui, je note quand même un poids au niveau de l'entourage dans le sens qu'effectivement, nous, bon, puis je peux parler pour moi-même, une femme, on va souvent écouter un peu ce que les autres vont dire, on va écouter un peu, tu sais, on a peur un peu de ces jugements, de ces critiques-là que l'entourage pourrait avoir, justement, mais au contraire, je sens qu'il y a de plus en plus de renforcement positif qui est fait autant au niveau des écoles qu'autant des amis qui eux-mêmes, peut-être qu'ils connaissent, parce qu'aujourd'hui, on s'entend à 10 000 employés dans l'industrie du jeu vidéo au Québec, on connaît presque tous quelqu'un qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo ou au moins on a un ami qui a un ami qui travaille dans l'industrie. Fait qu'il y a moyen d'aller chercher aujourd'hui des réponses à nos curiosités, justement à savoir, bien,
fonctionne vraiment comment dans l'industrie du jeu vidéo. Fait que c'est facile d'accès. Puis au contraire, de plus en plus, je pense que les employeurs aussi, ils mettent l'accent sur faire des visites d'école. Nous, en tout cas, chez GameNote, on fait énormément de visites d'école quand les bureaux, évidemment, sont ouverts, mis à part la pandémie. Mais on rencontre énormément de jeunes. Puis là, quand on parle de jeunes, c'est de tout âge. Là. Donc, il faut commencer quand même assez tôt. Fait au niveau du recrutement, bien, notre approche, c'est justement d'aller faire ces visites avec ces jeunes pour leur démontrer bien, c'est quoi les métiers dans l'industrie du jeu vidéo. Tu sais, le jeu vidéo, il n'apparaît pas tout seul dans l'App Store. Il y a des personnes derrière qui le produisent, qui le font, mais ils n'ont pas nécessairement conscience de tous les métiers qu'il peut y avoir, justement, que ça soit vraiment artistique, mais que ça peut être aussi l'infrastructure, le côté traduction, l'audio dont on ne pense pas, mais il faut faire de la musique pour ces jeux-là également. Donc, il y a vraiment une panoplie de métiers qui sont disponibles, mais il faut juste en promouvoir davantage auprès des jeunes. Puis un autre aussi aspect que je dirais que au niveau des femmes, on est très, très respectueux, je dirais, un peu de nos affichages. Hein? Donc, au niveau des affichages de poste, moi, ce que je pourrais conseiller davantage, c'est de ne pas avoir peur d'appliquer. Parce qu'on voit la différence, justement, une femme qui va avoir un affichage qui va dire bon, il manque une compétence, il m'en manque peut-être deux, puis là, je ne suis pas sûre s'ils vont prendre en considération ma candidature, est-ce que j'applique pas, ils vont peut-être me refuser tout simplement. Alors qu'à l'inverse, ben, l'homme qui a peut-être juste une compétence sur 5 va quand même appliquer. Puis il va se dire, ben non, moi, je vais aller dans le jeu. Puis Fait au contraire, moi, j'encourage énormément les femmes à appliquer, même si vous en manque une compétence ou deux même, c'est pas grave. Je veux dire, dans le but que des fois, on en cherche, on n'en trouve pas, mais si on reçoit une candidature féminine qui manque une compétence ou une connaissance, bien, elle peut être formée aussi à l'interne. Il y a des façons où, après ça, de former la personne puis de dire, mais non, mais c'est pas grave. Au contraire, on est vraiment content. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore du travail du côté des femmes à dire, mais non, non, ayez confiance en vous-même, appliquez. Le pire qui peut arriver, c'est un refus, mais au moins, vous avez tenté votre chance, vous avez essayé. Fait qu'il faut vraiment briser la glace à ce niveau-là, je dirais, pour le côté des applications. Hein. Ouais. C'est la posture, en fait. C'est qu'il faut que la femme prenne une posture de plus. Ambre, je pense que tu es un meilleur exemple de ce que Betty vient de dire. Tu avais la posture de dire je suis pas, je suis arrivée là parce que je voulais, pas parce que je suis pas une femme. En fait, je suis une femme, mais je n'ai jamais senti cette différence-là où je la voyais pas. Et tu es arrivée au MIGS, qui est notre événement pour les Français. C'est notre événement international, le Méga MIGS qu'on a au Québec à chaque année. Tu es arrivée là avec la posture, ben, bon, je vais m'essayer, on ne sait jamais. Donc, tu es le parfait exemple de la bonne posture à adopter dans l'industrie. Oui, en fait, moi, j'ai commencé à me poser la question sur Assassin Black Flag quand une journaliste m'a posé la question. Elle m'a dit, puis comment tu ressens le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes? Et je dois avouer que ça m'a tapé parce que j'étais juste comme, je l'avais jamais vu de même. C'est peut-être aussi de la manière dont j'ai grandi. Moi, j'ai grandi ma famille est principalement militaire. Je suis allée faire après IT, je suis allée à Poly pour faire la génie industriel. Fait que j'ai toujours été en minorité dans mes cours, etc. Ce qui fait que pour moi, c'était juste assimilé, puis c'était quasi normal. C'était pas forcément bien de le voir comme ça, mais c'était pas forcément un truc auquel je faisais attention. Et quand elle m'a posé la question, c'est là où je me suis dit, OK, là, il faut que je commence à faire quelque chose parce que il y a peut-être des biais que je vois pas, en fait, que moi, je suis capable de passer à travers et que d'autres sont pas forcément capables de passer à travers. Et c'est là où j'ai commencé à m'impliquer beaucoup plus parce que je me suis dit, OK, c'est pas normal qu'on soit aussi peu. Et il faudrait voir comment moi, je peux aider par rapport à la chose. D'un point de vue employeur, et je pense qu'il faut qu'on travaille. Oui, il faut que les femmes postulent plus sur des postes, mais il faut que nous, on aille plus les chercher aussi. Souvent, il y en a peut-être qui vont pas avoir LinkedIn ou il y en a qui elles restent avec leur cercle d'amis, ou nous, quand on va chercher des gens, en règle générale, puis hommes, femmes, peu importe, là, on va chercher des gens qu'on connaît. Si dans notre cercle, on n'a pas énormément de femmes qui, en plus, travaillent dans le jeu vidéo, il y a peu de chances qu'on aille chercher des femmes pour aller faire sur un de nos postes. Donc, il y a un gros travail des côtés des recruteurs d'aller chercher plus de CV peut-être et de montrer beaucoup plus en disant « Ah, tu n'as peut-être pas pensé, mais cette personne-là pourrait être intéressante. » Et travailler aussi sur les biens conscients à l'interne pour que quand on passe une entrevue, on soit capable de comprendre les réalités. Il y a des capacités, enfin pas des capacités, mais une manière comme tu dis, une prestance, une manière de faire qui, souvent, les femmes vont être plus timides, elles vont moins se mettre de l'avant, elles vont moins se vanter. Après, il y en a qui sont très bonnes là-dedans, puis il y a des gars aussi qui sont moins bons, mais en règle générale, ça reste que les femmes sont beaucoup plus introverties en entrevue. Nous, il faut aller, en tant qu'employeur, chercher ça, puis savoir comment s'adapter dans notre entrevue pour que on soit capable
de lui faire confiance et de se dire, mais regarde, nous, on est capable de comprendre ça, viens chez nous, puis on va être capable de grandir la chose. Donc oui, je pense que le recrutement doit être un peu différent, à la fois d'un point de vue qui on va chercher, mais comment nous, on s'adresse dans nos entrevues aux femmes, effectivement. Brigitte, justement, la posture, on devrait peut-être dans les écoles, il y a les formations de savoir-faire, il y a peut-être les formations de savoir-être qui devraient on devrait peut-être commencer justement par ça, autant du côté de l'entrepreneuriat, donc pour toutes les formations, tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs avec tout ce qui est de ressources humaines et tout ça, mais aussi les personnes qui veulent appliquer dans l'industrie, qu'on les prépare à justement d'avoir une posture qui va les mettre en évidence. Ben, oui, effectivement, la posture, je pense qu'il faut vraiment travailler en continuum. Alors oui, au niveau des études, il y a l'UQAD, justement, ils ont un micro-programme en entrepreneuriat pour les étudiants et étudiantes qui se destinent plus à créer leur propre entreprise. Mais tous les établissements donnent des ateliers, des formations autour de travailler en équipe, etc. Donc, ça fait partie du b.a.-ba de l'entrée sur le marché du travail, là, en plus de savoir pitcher son portfolio comme il faut, préparer une entrevue, etc. Mais tous ces enjeux-là de savoir-être, effectivement, c'est des choses qu'il faudrait peut-être renforcer. Mais au niveau pour aussi attirer plus de femmes, c'est beaucoup de petites choses. Par exemple, afficher un emploi, comme vous mettez directeur de création, là, inconsciemment, les femmes s'auto-excluent. Direction de création. Ah, déjà, c'est pas plus mal. Donc, c'est vraiment des... Puis je sais qu'on a... Bon, là, l'écriture inclusive commence à gagner du terrain et c'est tant mieux, mais cette maudite règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, elle est solide, puis elle est ancrée, puis ça fait vraiment partie... C'est exactement la même chose que les métiers du care qui sont plus féminins, puis donc, c'est beaucoup de choses à déconstruire dans notre éducation, puis dans notre société. Alors, et puis quand Nadine, tu me poses la question du savoir-être, et là où aussi on doit, à mon avis, intervenir tant en entreprise que dans le milieu de l'enseignement, c'est tout ce qui tourne autour des biais inconscients. Pas juste les biais des hommes vis-à-vis des femmes, mais des biais des femmes vis-à-vis d'elles-mêmes. Betty, c'est un exemple éloquent ce que tu as dit. On le sait, une femme ne postule pas sur un offre d'emploi si elle ne considère pas avoir 80% des prérequis. Un homme, il dit comme m'a essayé, puis les chances qu'il ait la job sont beaucoup plus importantes. Donc, ça, c'est du travail de longue haleine. Il faut vraiment déconstruire tout ce qu'on nous dit depuis qu'on est né. Ambre, c'est intéressant de voir ton parcours où tu as grandi dans des milieux très masculins, puis ça t'a pas donné, ça fait que tu n'en as jamais eu de barrière. Mais je pense que tu restes une exception. Donc, c'est vraiment du travail à faire le plus tôt possible, je dirais. C'est une question de posture parce qu'on voit votre leadership, vous êtes dans cette industrie-là et tout ça, vous avez une posture déjà très affirmée, disons ça de cette façon-là. Je pense qu'on l'a gagné aussi à travers les années. Moi, tu m'aurais vu il y a 12 ans, j'aurais jamais fait un panel de même. Donc, je pense qu'il y a aussi à quel point on se sent supporté à l'interne. On parle beaucoup de comment faire rentrer beaucoup de femmes, mais comment, une fois qu'elles sont là, on les supporte et on les fait grandir. Je voyais tout à l'heure dans les commentaires, oui, avoir plus de directrices créatives, on en rêve. Comment on fait en sorte d'avoir des postes importants avec des femmes qui sont là et qui ne sont pas là avec des gens qui se disent elle est là parce que c'est une femme. Non, elle est là parce qu'elle est compétente et parce qu'elle va te montrer à travers ce qu'elle fait qu'elle est là pour une raison. Mais il n'y a pas juste le fait de les faire rentrer. Comment on les supporte et on les fait grandir. Et dans ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont supporté et qui m'ont montré va de l'avant, essaye de faire ce truc-là, puis après un panel, on en fait un autre, etc. Et puis c'est là où j'ai eu des collègues aussi où à un moment donné, j'ai dit non, moi je ne veux pas ce panel-là, mais elle pourrait y aller. Ah ouais, mais j'ai peur, vas-y, on va te coacher, on va regarder ensemble comment on peut faire en sorte que tu y arrives, mais comment on soutient les uns les autres, hommes-femmes, pour être capable d'aller réussir là-dessus. En fait. D'ailleurs, est-ce que vous croyez que la pandémie, c'est déjà la pandémie qu'on parle partout, est-ce que vous croyez justement parce qu'on a pu
On disait tout à l'heure, hein, la posture, il manque peut-être quelques qualificatifs, on est un peu plus timide ou on est moins, je vais dire, vantarde d'une certaine façon. Est-ce que justement, parce que là, maintenant, on a un petit peu perdu le contact avec les équipes parce qu'on est en virtuel, on n'a plus accès aux gens dans les corridors ou quoi que ce soit, on peut moins avoir accès aux gens qui sont à la haute direction. Est-ce que vous croyez que la femme, dans cette situation-là, par la posture naturelle de plusieurs, ça va avoir ralenti justement la progression des femmes dans les métiers un petit peu plus de haute direction? Est-ce que vous le sentez déjà? Anne? Oui, enfin, globalement, un peu, pas forcément pour notre industrie, mais ce qui se dit ici en France, c'est que la pandémie fragilise un peu plus les femmes et l'équilibre homme-femme à tout niveau pour X raisons. Hein. C'est parce qu'elles ont d'un seul coup une charge mentale plus importante. Elles ont les devoirs des petits à faire, ou le partage des tâches dans les couples est pas forcément à égalité. Et les situations comme ça, un peu de crise sanitaire un peu extrême, vont pas aider en fait à rééquilibrer les défauts qu'on constatait avant. Donc elles sont un peu plus fragilisées par cette période-là. Et probablement, quand on parlait de confiance en soi, avant, elles vont probablement, ou de subir ce que disait Betty aussi, subir plus les commentaires de son entourage, elles vont probablement rentrer peut-être dans des mécanismes de culpabilité très différentes et ça fait partie effectivement des biais qu'il faut combattre. Donc, si elles sont fragilisées par ces périodes comme ça de télétravail ou de précarité, hein, et probablement dans la démarche d'aller postuler sur un emploi, elles vont peut-être être moins agressives et moins en confiance que ce que fera un homme. Mais là, pour le coup, c'est très, très difficile d'aller les chercher quand on ne peut pas les rencontrer, quand on ne sait pas où elles sont. Et voilà. Betty, tu semblais... Oui, moi, c'est vraiment plus au point, je pense, des entrevues, des rencontres, le face-à-face étant différent, je pense. C'est sûr quand on rencontre quelqu'un en personnel, puis qu'on peut faire la visite du studio aussi, puis leur faire montrer un peu, bon, mais voici les équipes qu'on a, c'est sûr que c'est différent. Par contre, de dire que la pandémie, nécessairement, c'est sûr qu'il y a eu un impact, je pense, autant pour la femme que pour l'homme. Je pense que les deux ont été beaucoup affectés, mais j'ai aussi constaté quand même en RH, de voir les hommes quand même de prendre des congés, prendre des vacances pour s'occuper aussi de leurs enfants. Fait que, j'ai vu, on le sent peut-être, je ne sais pas si c'est en France ou peut-être, mais ici au Québec, parce que je sens qu'il y a quand même une présence beaucoup plus importante de l'homme maintenant auprès des enfants, de l'enseignement, de la garde des enfants aussi. Donc, je sens que c'est plus au niveau, je dirais, plus de la proximité, d'avoir le face-à-face avec la femme quand on fait des entrevues, puis de faire le visite du studio, de les rencontrer, d'aller leur chercher vraiment le côté, parce qu'on est visuel, hein, on aime ça voir ce qui se passe, puis c'est sûr qu'avec une télévision, c'est pas la même chose, mais je dirais que la présence quand même de l'homme, elle est très, très, très faite aussi au niveau de la famille puis du partage des tâches familiales aussi. Hein. On sait que l'industrie est très généreuse dans les avantages sociaux. Hein. On aime le capital humain très important. Pardon. Il y a des avantages sociaux, il y a un environnement de travail aussi qui est exceptionnel dans notre industrie. Si on se compare à d'autres industries, je pense qu'on a voulu créer des environnements vraiment très accueillants. Vous diriez justement, parce qu'on a plusieurs gens qui sont parmi nous aujourd'hui, qui ont de petits studios, qui voudraient avoir plus de femmes à l'interne, qui n'ont pas nécessairement des grands départements RH. Vous diriez quoi mettre en place pour attirer plus de femmes au niveau justement de l'environnement et des avantages sociaux? Est-ce qu'il y a une différence avec les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a des petites choses, des petites sensibilités qui les attirent plus que d'autres? Betty.
je peux me permettre, effectivement, les Oui. avantages sociaux, hein, je suis dedans. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui en particulier, il y a vraiment des avantages. Tu sais, les deux, hommes et femmes, sont interpellés énormément par les avantages qui sont offerts. Ça, c'est certain. C'est important aujourd'hui, la conciliation travail-famille. C'est plus juste une question nécessairement salariale. Il y a beaucoup plus que les employés vont rechercher pour leur confort, justement, de travail. Donc, de dire que juste une question d'aspect monétaire, non, c'est pas vrai. Donc, le côté, justement, conciliation travail-famille, les horaires flexibles, donc les vacances, les journées mobiles, les journées qui peuvent permettre aux employés justement d'aller sortir avec les enfants ou quoi que ce soit. Nous, d'un côté, on a aussi, exemple, la télémédecine. Donc, la télémédecine qui permet à l'employé de consulter un médecin à même la maison, donc pas besoin de sortir de l'extérieur, surtout pendant la pandémie qui était assez difficile. Donc, tous ces aspects-là, je pense qu'ils peuvent aller attirer justement autant l'homme et la femme, mais c'est certain que si, exemple, justement, une femme qui est monoparentale, qui est à la maison, puis qui n'a pas moyen de pouvoir aller voir le médecin, bien, d'avoir la télémédecine sous la main, puis appeler un médecin, puis être à la maison, bien, c'est certain que ça peut aider, mais quand je parle encore, il y a des pères monoparentales également, puis ça peut venir à leur aide également, mais je pense qu'il y a moyen aujourd'hui d'attirer justement des femmes avec les avantages qu'on peut offrir qui vont lui permettre aussi de garder un équilibre à la maison, avec la famille, mais c'est comme je dis, je pense que les hommes aussi aujourd'hui sont beaucoup plus attirés par les avantages sociaux que juste le côté monétaire. Donc, que ce soit les REER collectifs, que ce soit les assurances collectives, je pense qu'il y a un grand travail qui est fait de ce côté-là pour attirer justement, puis il y a une question de rétention. Donc, ce n'est pas juste attirer, mais aussi retenir les employés pour pouvoir s'assurer qu'il y a une continuité dans le temps là, avec eux aussi. Hein. Est-ce que vous sentez que la rétention est plus difficile auprès des femmes versus des hommes? Est-ce que ça, c'est quelque chose c'est une tendance que vous pouvez voir ou ça ne fait aucun sens, ce que je dis là? Non, ben, Non? non, pas nécessairement. Puis au contraire, je pense que les femmes cherchent quand même une sorte, souvent la stabilité. Hein. On aime ça, tu sais, genre, quand on trouve quelque chose, on est bien, ben, on veut rester. Je peux en être un peu la preuve, donc ça va bien. Mais c'est certain que, tu sais, au niveau de la rétention, c'est similaire. Je ne pense pas que nécessairement, tu sais, on s'entend que la concurrence, elle est tellement présente à Montréal aujourd'hui. C'est certain que, tu sais, on essaie tous justement d'ajuster nos avantages pour aller chercher justement nos concurrents, des employés. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que l'employé est un peu roi à ce niveau-là. Il y a vraiment le contrôle un peu de ce qui se passe au niveau de leurs avantages, de leur situation financière. Fait qu'au niveau de la rétention, je dirais que c'est un travail en continu pour toujours essayer de maintenir et de garder les bons talents, effectivement, là, c'est certain. Êtes-vous d'accord avec, de votre côté, c'est-tu aussi ce que vous ressentez dans vos propres entreprises? J'ai pas de stats, mais dans les dernières, depuis que je suis à IE, en tout cas, j'ai pas vu plus d'un côté que de l'autre. OK. C'est souvent des questions de un type de projet. Je vais rejoindre, je suis dans une grosse boîte, je vais dans une plus petite boîte, il y a tout en fait, et c'est souvent les mêmes raisons d'un côté ou de l'autre. Anne, c'est pas mal la même chose? Oui, nous, on se pose des questions de rétention, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on est dans la même situation que vous. Donc, chaque salarié et eux est très précieux et on a envie de le chouchouter pour qu'il soit bien et qu'il s'épanouisse en interne. On ne fait pas de distinction et je pense dans notre réflexion entre retenir un homme ou retenir une femme, et je pense heureusement qu'on ne fait pas de distinction. Peut-être que ça ne serait pas très sain et pour le coup peut-être pas très égalitaire non plus. Ce qui est quand même tout ce que disait Betty effectivement est très important pour le confort du candidat après, enfin du salarié chez lui dans son environnement privé. Mais ce qui va faire qu'on va attirer aussi un candidat ou une candidate, c'est le projet et la culture du studio. Alors, c'est au-delà des avantages, effectivement, de rémunération ou d'une bonne mutuelle ou autre. C'est qu'il faut être capable de proposer des projets qui vont plaire aux candidats ou aux candidates et de leur proposer une équipe autour du projet qui est cohérente avec le projet et ils vont avoir envie de rentrer dans cette équipe et d'apprendre avec cette équipe et de grandir avec cette équipe et probablement d'évoluer au sein de cette équipe ou après au sein de la culture. Et ça contribue et au recrutement et après aussi à de la rétention avec
avec le plus possible du programme interne de formation et d'évolution de carrière et de montée en compétences et de prise de risque. On parlait de sortir de sa zone de confort. Effectivement, quand on va proposer à un homme un poste à responsabilité, généralement, il va dire oui. Une femme, ça dépend de la personnalité, mais de temps en temps, la personnalité fait qu'on aura besoin de lui dire nous, on sait que tu peux le faire, on a confiance en toi et il faut vraiment que tu essayes, en fait. Et on va t'accompagner pour que ce soit possible. Mais c'est peut-être la seule fois où on va adapter notre discours à la personnalité, mais on pourrait l'adapter face à un homme qui serait timide aussi et à qui on dirait la même chose. Voilà. Donc, la rétention, c'est aussi les projets et le cadre de l'équipe autour et est-ce qu'ils vont se retrouver des personnes auprès de qui ils vont apprendre, auprès de qui ils vont avoir du plaisir à travailler. C'est complexe. Voilà, c'est complexe, c'est plein de facteurs différents. Ouais. Il y a beaucoup d'industries qui veulent avoir en l'équité, donc que 50 femmes, 50 hommes et qui travaillent très, très fort à cela. Est-ce que vous croyez qu'il faut à tout prix arriver à 50 femmes, 50 hommes dans cette industrie-là? Est-ce que c'est vraiment l'objectif qu'on doit se fixer? Comme d'autres industries qui veulent le faire très rapidement en plus, parce qu'il y en a qui se sont donné le défi d'y arriver très, 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 très rapidement. Je peux répondre, c'est mon avis purement personnel. Je me méfie toujours de la discrimination positive. Donc, je pense que quelqu'un a sa place parce qu'il en a les compétences, le bagou, la personnalité, et pas parce qu'il est blanc, noir, homme, femme, jeune ou plus senior, etc. Donc, je suis pas sûre qu'il faille se donner des objectifs comme ça de 50-50 de parité dans les équipes. D'abord, ça serait très compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ces candidats-là et ces candidates-là sur le marché du travail. Et peut-être ça nous obligerait à faire des mauvais choix ou des choix par défaut ou de se retrouver avec des femmes qui se retrouvent dans des positions où le regard des autres autour serait « Ah oui, tu es là parce qu'il fallait une femme et donc tu as été choisie ». Et elle serait obligée de se défendre de ça, c'est insupportable. Par contre, d'avoir une représentation sur les postes de direction ou les postes à responsabilité qui est dans la même proportion que la population qu'on a d'hommes et femmes dans l'entreprise, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il y ait autant de femmes sur des postes décisionnaires que de femmes dans la population de l'entreprise. Et probablement, ce n'est pas toujours le cas. Et déjà ça, c'est dire, ben voilà, on a un échantillon de population au sein de l'entreprise, ben, il faut que cet échantillon il soit représenté équitablement sur les postes de direction. Ça, on peut travailler, c'est-à-dire qu'on peut fournir des outils aux entreprises et aux employeurs pour qu'ils cultivent en interne la promotion interne pour emmener cet équilibre aussi sur les postes décisionnaires. Ambre, je te voyais réagir quand j'ai posé la question. Ouais, moi, les questions de quotas, il faut faire très attention avec ça parce que c'est beau de se mettre des chiffres et des objectifs, mais si on sait en partant qu'ils ne sont pas atteignables et que c'est juste pour faire beau, ça ne sert à rien parce qu'au final, ça n'aide pas. Ce que tu disais, Anne, pour moi, est très pertinent dans le sens où si après, on a des femmes qui sont là, puis qui, à chaque fois qu'elles essayent de faire quelque chose, on leur dit, bah, de toute façon, tu es là, mais tu ne le vaux pas, ça ne nous aidera pas plus, en fait. C'est un gros travail à faire, pas juste sur l'industrie. Il y a plein d'industries, on n'est pas les seuls à avoir pas assez de femmes. C'est un gros travail de culture à faire partout, dès le plus jeune âge. Et je pense que sur le long terme, moi, si d'ici 10 ans, on est capable d'avoir un tiers, je vais être comme « yeah !» Mais je m'attends pas honnêtement, je ne m'attends pas à une parité peut-être pas de mon vivant, mais de ma carrière professionnelle, mettons.
Brigitte, est-ce que tu dirais que justement pour avoir plus de femmes, parce que je pense que l'objectif d'avoir la représentativité dans des postes justement de haute direction est quelque chose de, je trouve que c'est assez chouette. Je pense que c'est réalisable un petit peu plus, puis rapidement, on est capable de trouver des façons. Est-ce que tu dirais qu'il faudrait peut-être développer plus de programmes de formation continue qui pourraient s'adresser plus aux femmes dans nos maisons d'enseignement? Est-ce que tu vois là, vite comme ça? Pour Mais à ce avoir que je été en sache, plus les programmes de formation continue ne sont pas exclusifs aux hommes. Est-ce qu'il faut en faire? Alors peut-être que ça revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le savoir-être. Et ça, pour moi, ça s'enseigne aux deux genres. Mais vous savez que si on ne fait rien pour forcer la parité et l'équité, ça ne se fera pas avant 2150. Au rythme où vont les choses. Donc, c'est vrai que, moi, je suis la dernière à vouloir être invitée ou sollicitée dans un projet parce que je suis une femme, mais il faut vraiment travailler à créer les bassins. Donc, c'est via l'enseignement, mais peut-être Anne, tu dis que ce serait bien qu'au moins les postes décisionnels soient proportionnels. Mais est-ce que ce serait gênant que dans votre entreprise, il y ait 80% des postes décisionnels qui soient confiés à des femmes? Sachant que quand les postes décisionnels sont aux mains des femmes à égalité, je veux dire, les entreprises performent en productivité 35% mieux que quand c'est que des hommes. Donc, c'est pour ça que, il y a eu des déséquilibres historiques. Et pour ramener un équilibre, il faut, puis je ne vous parle pas de quotas, mais il faut des mesures incitatives extrêmement fortes. Une qui a été très intéressante, c'est dans le domaine du cinéma, ce que la SODEC a fait. Ils se sont aperçus qu'il y avait très peu de films réalisés par des femmes qui étaient financés. La raison pourquoi, on ne leur en présentait pas assez. Donc, eux, ils sont allés travailler sur le bassin. Ils ont obligé les entreprises à soumettre des projets, donc 2 projets, un de réalisateur, un de réalisatrice. Donc, sur leur table, ils en ont eu autant. Après, dans ça, ils ont pris les meilleurs. Et mathématiquement, ça a fait qu'ils ont financé plus de films de femmes. Donc, pour moi, c'est ce genre de mesure qui est favorable et importante, et il faut les mettre en place. Parce qu'on ne veut pas arriver en 2100 les femmes représentent 50% de la population du monde. Ça devrait le plus possible être ce qu'on appelle la zone paritaire, donc entre 40 et 60% d'une entreprise et de tous les postes au sein de cette entreprise. Donc, il y a vraiment des choses à bouger dans ce sens-là. J'entends bien, Brigitte. C'est très, très complexe pour nous, et à la fois au sein de chaque entreprise, hein, et à la fois au sein des réflexions qu'on a au niveau de nos entreprises, au niveau syndicat et au niveau de l'ensemble de la filière en France. La contrainte, quand elle est imposée et qu'elle est impossible à atteindre, c'est une très mauvaise contrainte. C'est ce que disait Ambre. Si on nous impose du jour au lendemain 50% des effectifs féminins, c'est une catastrophe. On sait que malgré toute la bonne volonté, on ne peut pas le faire. Donc, il faut des contraintes positives. Et là, elles sont complexes à définir, effectivement. La contrainte qui est formatrice d'un résultat positif, elle est difficile à définir. Et je ne suis pas sûre qu'on soit arrivé dans le jeu vidéo à définir la contrainte qui, justement, d'un seul coup, fait que ça va nous paraître évident qu'on va avoir plus de femmes dans les 3 prochaines années. Voilà. Mais je pense que ce sont faut y aller par étapes. Et puis, encore une fois, ce n'est pas nécessairement un 50-50, mais quand on rentre dans des zones de 35,
35, 60, c'est déjà des grands progrès. Là, en tout cas au Québec, on est à 16. Et comme on l'a dit, il faut s'assurer en amont, d'une part, qu'il y ait plus d'étudiantes qui sortent, et puis qu'elles soient plus sollicitées pour que les bêtises de ce monde aient autant de candidates que de candidats pour tous les postes. Donc, encore une fois, sans l'impôt, je ne vous parle pas de quotas, je vous parle de mesures incitatives. Encore une fois, si on ne les a pas, les aiguilles bougeront très, très peu. Avec des objectifs atteignables. Mais oui, avec des objectifs atteignables. Puis ça ne sera pas, je veux dire, c'est irréaliste de se dire dans 10 ans, on sera 50-50 dans la boîte. Mais est-ce qu'on peut y aller à 2% par 5 ans? Mais c'est pour ça qu'aussi il y a un grand travail à faire de concertation, puis c'est le rôle de synthèse entre les établissements d'enseignement et l'industrie pour que ces échanges aient lieu, puis on n'ait plus besoin de ce genre de discussion et de panel dans 15 ans. Quoi. Et ça ne part pas justement de là. Si justement, il y a beaucoup plus de femmes qui sont formées dans l'industrie, par la suite, ils pourront accéder encore plus à ces métiers-là. Donc, ça ne part pas justement directement de l'éducation qu'on fera autant chez les femmes, mais aussi chez les hommes, pour qui le savoir, qu'on disait, le savoir-être tout à l'heure, je pense que la clé de notre succès est peut-être là, au niveau des formations. Je veux dire, on l'a dit tout à l'heure, et puis le travail que fait Ambre avec Technovation, je veux dire, il faut semer les graines de tout est possible très tôt. Il y a aux États-Unis, Gina Davis, l'actrice, elle a fondé le Institute on Gender in Media. Elle se penche sur les enjeux de non-représentation des femmes dans tous les médias, beaucoup en cinéma et en télé. Et son slogan, c'est « If she sees it, she can be it ». Donc, tant qu'on présentera des modèles le plus tôt possible dans la scolarité des enfants, et mieux ça ira. Puis je suis très heureuse d'entendre que ça bouge déjà et qu'il y a, la génération de parents maintenant, les pères veulent autant de qualité de vie, de partage. Ça bouge, mais c'est ça. Faut commencer, plus on commence tôt, mieux c'est. Puis il faut cogner sur le clou, en fait. On pourrait parler pendant des heures. C'est vraiment super intéressant. J'avais encore plein de questions pour vous, mais on en a vraiment beaucoup des gens qui sont présents. Il y en a plusieurs qui ont été répondus. Il y en a une en particulier, on en a parlé tout à l'heure, justement, la promotion, de mettre plus de femmes de l'avant, d'avoir plus d'exemples et tout ça. La Guilde, on travaille sur des projets comme ça parce qu'il faut le faire. Il y a plusieurs associations qui existent pour vraiment attirer plus de femmes qui sont là pour la représentativité dans l'industrie. Mais je pense qu'on devra donner un grand coup de barre partout sur ça et de mettre toutes les initiatives ensemble et de le faire vraiment à très grande échelle. En France, le SNJV, Anne, j'imagine que vous travaillez aussi sur des projets comme ça au sein là, de l'association. Oh, je crois que tu es sur mute. Anne? Oui, c'est bon, je suis revenue. Oui, j'avais muté. Oui, nous, donc le SNJV est la fédération qui fédère les employeurs. Donc nous, on a des actions vis-à-vis des employeurs et un accompagnement des employeurs sur comment les aider à aborder tous ces sujets, à déployer en interne des actions, et on est là d'abord pour aussi les réunir de temps en temps autour de thématiques bien particulières, parce que un responsable RH ou une responsable RH dans une société est souvent très isolé. Et c'est un métier unique, voilà. Donc on fait aussi des relations par thématique, et on est là pour en support avec des outils pour qu'ils puissent s'approprier, déployer ces sujets en interne, ou on va les orienter aussi, on va leur proposer
des organismes auxquels ils peuvent s'adresser, qui ont des critères de qualité suffisants, largement suffisants, et ils peuvent s'adresser à eux. On est un petit secteur en France. On est le secteur du jeu vidéo un peu élargi en termes de métiers, c'est 12 000 personnes. Donc, en fait, on est un secteur, même si on a une maturité aujourd'hui qui n'a rien à voir avec il y a 10 ans ou 20 ans, on reste on reste malgré tout un petit secteur, c'est-à-dire que les sociétés se connaissent assez bien entre elles. Et on est très proche de nos équipes et donc aussi au niveau effectivement du syndicat, on va apporter des solutions pour les employeurs, mais également on essaye le plus possible aussi d'anticiper et de répondre à des problématiques de salariés du secteur. On a donné une charte, on a fourni une charte de promotion de la diversité et de la mixité à nos entreprises. On leur fournit en ce moment des outils pour comment déployer concrètement cette charte en interne, qu'est-ce que ça veut dire, etc. En parallèle de ça, on travaille aussi sur des actions simplement parce qu'on veut que le package soit complet, c'est-à-dire que pour les employeurs, mais aussi pour les salariés, on travaille sur des actions pour les salariés dont on sera complètement détaché. Nous, on est juste là pour initier les actions et elles sont complètement indépendantes de nous. Voilà, je ne peux pas en parler plus aujourd'hui parce que c'est des discussions qui sont en cours en ce moment, mais on cherche on cherche à ce que les solutions ne soient pas que pour des employeurs qui sont… On est dans des entreprises en transformation de culture. Et on sait bien qu'on transforme la culture par l'employeur, mais on accompagne aussi les salariés dans cette évolution de culture. Voilà. Et puis, effectivement, la troisième brique à ça, c'est le travail qu'on peut faire avec les écoles. Évidemment, puisque c'est leurs effectifs qu'on reçoit 3 ans ou 4 ans ou 5 ans après chez nous. Ouais. J'ai une question de Magali qui dit « En tant que junior qui gradue et qui cherche actuellement un emploi, je suis également pour la cause de la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Et j'aime en parler ouvertement à différentes occasions qu'on me présente comme des podcasts, des entrevues, des émissions de télévision. Cependant, je me suis fait dire par les membres de ma famille de faire attention. On le disait tout à l'heure que la famille influençait beaucoup, de ne pas trop mettre mon opinion pour la cause à la lumière du jour, car cela pourrait me nuire pour ma carrière. Qu'est-ce que vous en pensez que justement les femmes qui sont vraiment pour la cause et qui vont être un petit peu plus militantes, c'est bon? Il y a des façons peut-être de faire ça pour accéder à des postes? Je peux me permettre de répondre. Oui. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Au contraire, je pense que c'est important justement qu'elle soit capable de prendre cette position-là, de pouvoir justement parler, parce que je me dis, si elle peut pas en parler, puis que justement, c'est nuisible à sa carrière, je peux pas comprendre le pourquoi. Au contraire, je pense que ça peut juste démontrer qu'il y a un vouloir de la femme de se faire sa place justement dans l'industrie. Donc, au contraire, je trouve ça intéressant qu'en tant que junior en plus, qui vient récemment d'être formée, qu'elle veut justement en parler puis en discuter, bien, je pense que ça peut être bénéfique. Oui, évidemment, ça va dépendre comment qu'elle véhicule son message, qu'est-ce qu'elle dit. Évidemment, je ne connais pas la personne, je ne peux pas juger de son contenu en tant que tel, mais je trouve que c'est important quand même que nos jeunes filles soient capables de parler sur leur envie d'être dans l'industrie puis de faire leur place dans l'industrie, absolument. Là. Pour moi, c'est des employés qui vont être engagés, pas juste dans leur travail, mais à s'assurer que l'entreprise dans son ensemble va s'améliorer. Nous, des employés comme ça, on en cherche parce qu'on a ce qu'on appelle en anglais, c'est les Employee Resource Group, les ERG, où on a
un groupe pour les femmes, entre autres, et on va vouloir qu'elles s'impliquent et qu'elles nous montrent, OK, de votre point de vue, comment on peut s'améliorer en tant qu'entreprise pour faire en sorte qu'on soit plus inclusif sur ce point-là. On a la même chose avec LGBTQ et plein d'autres possibilités. L'idée, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas juste à regarder comment je peux faire mon travail, puis je rentre chez moi. C'est de voir aussi comment je peux m'impliquer pour changer les choses, dans mon équipe, dans l'entreprise et ultimement dans l'industrie pour faire en sorte que ce soit mieux pour tout le monde. Donc, encore une fois, dépendamment du contenu, moi aussi, je ne l'ai pas vu, là. Mais pour moi, il n'y a aucun problème si les gens s'impliquent. Au contraire, ça montre que les gens vont plus loin et c'est ce qu'on cherche. Et je crois qu'il faut, puis en même temps, je lis un commentaire d'une jeune femme qui dit « Je suis junior à l'école, on est dans une culture ultra masculine, c'est facile de se retrouver dans une situation où nos camarades de classe se moquent de nous et se moquent du féminisme. » Ça me déconcerte de lire ça en 2021. Ça confirme des choses que j'ai entendues, notamment dans les écoles de cinéma, où on relègue les étudiantes au rôle de script quand vient le temps de faire des films étudiants. Et ça ne devrait pas. Et moi, je suis d'accord avec Ambre, il faut au contraire affirmer pourquoi c'est important, pourquoi on veut changer les choses, parce que tant qu'on se freine autour de ces enjeux-là, c'est plus 150 ans que ça va prendre, c'est 300. Hein. Donc, c'est bien important. Alors après, ce qui est super important, c'est tant au niveau des institutions de formation qu'au niveau des entreprises, c'est d'encourager cette prise de parole. Je veux dire, si dans les classes, il y a une toxicité pour que les 30% d'étudiantes qui sont dans la classe se sentent pas bienvenues, là, il faut que les établissements et les enseignants lèvent les drapeaux et disent non, c'est tolérance zéro. Chacun a droit à son opinion. Puis bon, je pense qu'on parle des femmes, mais je crois que toutes les minorités doivent vivre aussi ces enjeux-là. Donc ça, il faut au contraire, il faut parler. Il nous reste malheureusement… Oui, vas-y Anne. Oui, juste, il y a aussi dans les réflexions très désagréables peut-être auxquelles sont confrontées l'étudiante à laquelle est confrontée l'étudiante qui nous a parlé, il y a une frontière aussi entre ce qui est toléré, un peu graveleux, voilà, et la légalité. Il y a un moment donné, il y a des choses qui sont interdites par la loi. Et donc, effectivement, je rejoins Brigitte et nous, on essaye aussi de faire passer ce message-là dans les entreprises et de leur expliquer où s'arrête la blague et où commence la légalité et la sanction. Les écoles doivent aussi, et je sais qu'elles s'en emparent complètement de ces sujets-là, mais aussi finalement éduquer leur promotion au sens très large de quel est le droit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Il y a un cadre légal aussi pour ça. Ouais. Il nous reste une petite minute et on aurait pu faire ça encore très longtemps, mais si on avait un projet pour améliorer quelque chose, un projet simple, est-ce que vous auriez une idée comme ça, qu'on pourrait, là, de dire, après toutes ces belles discussions, une chose qui pourrait aider à changer, à débuter un changement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût de se lancer? Je peux me lancer, Nadine. Oui. Ben, pour moi, le projet, puis on l'a déjà débuté, puis on va continuer parce que justement, on le voit qu'au niveau des pourcentages, ça a augmenté. C'est justement les fameuses visites d'école, mais de très jeunes, pas commencer à 17, 18 ans. Là. Non, on parle du début du secondaire, donc dès le 11 ans, le 12 ans, même le 10 ans, justement, de faire les visites en milieu de travail, dans le studio, et pas juste présenter les métiers qui sont disponibles, mais on a également les professionnels qui, à la fin, vont rencontrer les jeunes, vont répondre à leurs questions, puis à cet âge-là, il y a tellement de curiosité, il y a tellement de vouloir apprendre plus que c'est pour moi, c'est la façon, je pense, qu'on a atteint notre 21% justement de femmes chez Gameloft, puis on va continuer à le faire parce que c'est là qu'on va aller chercher justement cet intérêt des jeunes, mais des jeunes filles également pour un métier éventuellement dans le domaine du vidéo. Donc, moi, c'est vraiment l'action qu'on va continuer à faire. Puis, il y en aurait plein d'autres que je nommerais, mais là, c'est la seule que je vais te le dire parce qu'on le fait déjà, c'est une bonne réussite. Ambre, est-ce que tu as des… Ouais, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus aussi avec les jeunes. Pour moi, c'est le futur. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir réussir à atteindre les objectifs. Il faut travailler pas juste sur l'aspect code, on en parlait au début, sur tous les autres métiers qu'il y a, pas juste développement, mais aussi les métiers des équipes support. Et travailler aussi, je pense, sur
à la fois les parents, faire démystifier c'est quoi le jeu vidéo. On ne fait pas juste jouer toute la journée. Puis on est quand même bien payé dans l'industrie aussi, fait qu'il y a quand même des avantages à être aussi dans cette industrie-là. Travailler auprès des journalistes pour qu'ils arrêtent de réduire les jeux vidéo à la violence et à tout ce qui est négatif par rapport à ça. Donc je pense que globalement, on a un gros travail à faire de démystifier c'est quoi le jeu vidéo. Et je pense qu'il faut que là-dessus, c'est pas un Gameloft versus un EA, c'est tous ensemble comment on est capable d'aller montrer ces choses-là. Et je pense que merci d'ailleurs à la Guilde d'organiser ça parce que c'est très important de voir comment collectivement, hommes, femmes, non-binaires, peu importe, comment on est capable de travailler là-dessus pour faire en sorte qu'on ait une entreprise, une industrie qui est plus inclusive dans son global. Merci infiniment. C'était très agréable, très instructif, très motivant en fait. Je vais dire tout de suite ça, motivant, parce qu'on voit qu'on s'en va dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est certain. On fera d'autres événements. Il faut savoir qu'on est, merci beaucoup Anne de la France, on est très près de l'association du SNJV pour faire des projets justement ensemble avec le consulat de la France à Québec, qui sont des gens très dynamiques et qui nous forcent encore plus à travailler ensemble. Et on va vouloir justement mettre encore plus de l'avant de projets concertés. Naturellement, Synthèse aussi. Brigitte, on est très près de cet organisme-là à la Guilde. Donc, on va travailler ensemble sur l'éducation et la sensibilisation de nos jeunes, ça, c'est certain. En terminant, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Soyez toujours très attentifs. On va en faire plusieurs autres événements comme ça. Vous allez voir, on va faire ressortir beaucoup d'exemples de notre industrie. Notre ressource, notre richesse naturelle dans l'industrie, c'est les personnes qui la composent. Donc, c'est sûr qu'on va encore plus célébrer ces gens-là d'ici les prochaines semaines. Et le consulat va aussi, en fait, organiser un événement le 17 mai prochain en partenariat avec le NAD et l'école 42 qui est en France, qui a été créée en France, mais qui a maintenant son chapitre au Québec et c'est une école qui est assez chouette aussi. Donc, le webinaire va être c'est vers des pratiques alternatives en création de jeux vidéo. Donc, c'est le 17 mai prochain. Restez branchés sur nos plateformes et on pourra vous donner toute l'information. Brigitte, Anne, Ambre, Betty, merci infiniment de votre générosité aujourd'hui. C'est certain qu'on va se reparler très prochainement. Et merci à tous d'avoir été là. Bon dîner et bonne soirée pour les gens de la France. Au revoir et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.